Concernant ce chapitre dédié aux sources et aux défis de la croissance économique, il convient tout d'abord de se pencher sur le terme de croissance. La croissance économique correspond en effet à l'augmentation de la production de biens et de services sur le long terme. Elle se mesure grâce à un indicateur, le taux de croissance du PIB, qui se chiffre en pourcentage et en volume, c'est-à-dire en retirant les effets de l'inflation. Le PIB, lui, correspond à la somme, sur un territoire donné, de la valeur ajoutée des organisations à la fois marchandes et non marchandes. Mais d'où provient la croissance économique? Qu'est-ce qui explique que dans un pays, on en obtienne plus que dans un autre? Ainsi, les économistes traditionnellement opposent deux grandes sources de croissance. D'un côté, la croissance extensive et de l'autre, la croissance intensive. La croissance extensive, elle, provient de l'accumulation sur un territoire des facteurs de production. D'un côté, le facteur travail, qui correspond aux ressources humaines pour produire, et de l'autre, le facteur capital, qui renvoie, lui, aux biens de production durables et aux décisions d'investissement. Par exemple, ainsi à l'achat de machines. Néanmoins, cette croissance extensive se heurte au problème de la loi des rendements décroissants. Cela signifie que plus on accumule dans une entreprise ou sur un territoire des facteurs de production, plus la productivité de la dernière unité embauchée ou de la dernière unité achetée décroît. En effet, lorsqu'on accumule des facteurs de production, survient un problème de coordination, surviennent des difficultés d'insertion pour le dernier salarié, pour la dernière machine, qui vont faire décroître sa productivité. Néanmoins, d'un autre côté, on trouve cette fameuse croissance intensive, mise en avant par un auteur, Robert Solow, qui mentionne bien que le poids de la croissance extensive dans les différentes économies est en réalité très faible. Il la chiffre à hauteur de 25% de sources de croissance économique. Les 75% proviennent selon lui d'une autre source qu'il nomme résidu et qu'il rattache à la croissance intensive. En effet, pour Solow, c'est la PGF, la productivité globale des facteurs de production, qui explique ces fameux 75% restants. La PGF permet de mesurer non pas l'accumulation, mais plutôt l'efficacité des facteurs de production. Cette PGF est mesurée en utilisant un rapport, c'est-à-dire en divisant l'ensemble de la production nationale par la quantité de facteurs de production, la quantité de facteurs travail et la quantité de facteurs capital. Plus le rapport obtenu est élevé, et plus les facteurs de production, le facteur travail et le facteur capital sont dits productifs. Mais comment expliquer que cette PGF puisse être élevée? Eh bien, cela s'explique notamment par l'émergence dans l'économie du progrès technique. Ce progrès technique correspond à un ensemble d'innovations qui vont transformer à la fois les produits, mais également les activités productives et générer ainsi une forte productivité. Un auteur, Joseph Alois Schumpeter, a ainsi mis en avant différentes catégories de formes d'innovation qui correspondent chacune à des exemples différents qui ont généré à un moment de l'histoire une forte productivité. La PGF peut également provenir d'un autre élément, cette fois l'investissement en termes de capital humain. Le capital humain, lui, renvoie aux capacités de production des individus dans une économie, et ces capacités de production sont fortement liées à leur état de santé et également à leur savoir. Plus un État forme sa population, soigne sa population, plus sa population sera productive dans les entreprises et plus sa population sera en mesure d'innover, donc de générer le fameux progrès technique qui est lui aussi à l'origine de la fameuse PGF. Mais comment expliquer plus précisément cette fameuse PGF? Eh bien, là encore, deux écoles s'affrontent. D'un côté, la fameuse école du progrès technique dit exogène. École dans laquelle on retrouve notre auteur, c'est-à-dire Robert Solow, qui insiste sur le fait que le progrès technique provient d'une source extérieure à l'économie.
Plus précisément, Robert Solow nous indique que le progrès technique tombe du ciel, c'est-à-dire qu'il provient d'un champ totalement différent de l'économie, d'un champ parallèle à l'économie, en l'occurrence la science, et que le progrès technique tombe du ciel au gré des découvertes scientifiques qui proviennent en somme d'éclairs de génie de scientifiques savants. Il en est ainsi, par exemple, au XVIIIe siècle, de l'invention de la machine à vapeur par James Watt, qui a eu un rôle fondamental dans la révolution industrielle. La machine à vapeur a ainsi permis, par exemple, de développer les chemins de fer, mais également les bateaux à vapeur, à la fois source de productivité, de forte production nationale et donc de forte croissance. Par opposition à cette école, on trouve cette fois l'école du progrès technique dit endogène. Cette école insiste sur le fait que le progrès technique provienne cette fois des décisions et des efforts des agents économiques et donc relève bel et bien de la sphère économique. Parmi ces agents économiques, on trouve notamment le rôle fondamental des chercheurs, des universitaires et des ingénieurs qui vont bel et bien participer à l'avènement du progrès technique grâce à leurs inventions. Ici, on doit insister sur les dépenses de l'État, les dépenses de recherche et développement qui vont financer le travail de ces ingénieurs et de ces chercheurs. Ainsi, la création d'Internet provient bel et bien du financement par l'État américain de recherche au sein de pôles universitaires américains comme celui de Berkeley ou encore du MIT. Suite à ces inventions qui sont le fait de chercheurs, eh bien, des entrepreneurs vont avoir un rôle fondamental pour réaliser cette fois des innovations. Ainsi, Joseph Alois Schumpeter a bien mis en avant le fait que c'est la quête d'une rente de monopole, c'est-à-dire de surprofit lié à une position de monopole dans un secteur qui va inciter les entrepreneurs à innover et à donc générer du progrès technique. En effet, des entrepreneurs peuvent tout à fait réaliser une application commerciale d'une invention. Pensons par exemple à Internet, comme évoqué précédemment. Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg ont réalisé une application commerciale d'une invention. D'un autre côté, des entrepreneurs peuvent également réaliser une application industrielle d'une invention en l'utilisant dans leur processus de production. Pensons ici à Henry Ford qui a utilisé le convoyeur dans ses chaînes de montage. Enfin, troisième acteur fondamental dans cette école du progrès technique dit endogène, c'est encore une fois l'État. L'État qui va investir en termes de capital humain, comme évoqué précédemment, qui va soigner sa population, former sa population et lui permettre d'être productive, mais également de générer du progrès technique, par exemple en formant des individus qui vont devenir entrepreneurs ou qui vont également devenir chercheurs. Qu'il s'agisse de la croissance extensive ou de la croissance intensive, les économistes ont mis en avant le rôle fondamental des institutions pour à la fois freiner ou favoriser cette fameuse croissance. Ici, deux auteurs, Daron Acemoglu et James Robinson, ont particulièrement travaillé sur les institutions qu'ils définissent comme des règles qui vont conditionner les incitations économiques des individus, mais également leurs perspectives et leurs opportunités. Ces deux auteurs vont distinguer deux formes d'institutions, les institutions inclusives qui vont favoriser la croissance en favorisant le progrès technique et les investissements, et d'un autre côté, les institutions extractives qui vont, elles, plutôt freiner cette croissance. Ainsi, les institutions inclusives visent à préserver les droits de propriété et à faire respecter les contrats. Ceci a bien un rôle fondamental pour favoriser l'investissement, favoriser l'innovation. Eh bien oui, grâce à ces institutions, je ne cours plus le risque d'être spolié de ma propriété, je ne cours plus le risque de voir mon contrat avec un État, avec une entreprise être non respecté, et je suis donc plus serein
quant à mes décisions d'investissement et à mes efforts d'innovation. On peut mentionner parmi ces institutions le rôle fondamental du brevet. Ainsi, ce brevet correspond à un droit de propriété portant sur une innovation et va donc conférer à la personne qui innove un monopole qui est donc synonyme du fait de pouvoir obtenir l'intégralité des bénéfices liés à l'innovation. Grâce au brevet, l'innovateur ne court plus le risque d'être copié et est donc grandement incité à innover car il sait qu'il pourra toucher la fameuse rente de monopole mise en avant par Schumpeter. Par opposition, les institutions dites extractives vont freiner, vont inhiber les investissements et également les efforts d'innovation. On peut penser ici à des institutions qui ne vont pas garantir les droits de propriété et donc faire courir grandement aux entreprises le risque d'être spoliées, ou également à des institutions qui vont créer des obstacles à des nouvelles entreprises qui souhaiteraient émerger sur un marché, ces nouvelles entreprises ne pouvant pas faire concurrence aux grandes entreprises qui détiennent déjà de fortes parts de marché dans un secteur. À côté de ces institutions formelles précédemment évoquées et qui relèvent bel et bien d'institutions écrites, en l'espèce de règles de droit, on trouve également d'autres catégories d'institutions. Un auteur, Douglas North, a pu mettre en évidence les différentes formes d'institutions qui sont présentes dans les économies. Il évoque bel et bien ces institutions formelles, écrites, qui sont reliées aux règles de droit, comme les brevets, etc., mais également d'autres formes. Il parle par exemple du système fiscal, qui a un rôle fondamental. En effet, grâce à un système fiscal, un État peut prélever des impôts qui vont financer par exemple des infrastructures comme le réseau routier, mais qui vont également financer les fameuses dépenses en termes de capital humain. Les entreprises n'hésiteront pas à investir car elles savent qu'elles peuvent bénéficier d'un réseau routier pour faire circuler les produits et de la même façon, la population étant bien soignée et bien formée, elle est plus productive sur le lieu de travail, ce qui fait germer de la PGF et elle est également en mesure d'innover, ce qui fait germer du progrès technique. Autre forme d'institution fondamentale, c'est la structure politique, qui peut parfois mettre à mal la croissance économique. On pense ici à des pays gangrénés par la corruption, à des pays où les dirigeants s'accaparent la quasi-totalité des profits des grandes entreprises présentes sur place. En tant qu'entrepreneur, je ne vais pas innover, je ne vais pas investir dans un pays qui est façonné par ce genre d'institutions. Enfin, dernière catégorie d'institutions, il s'agit d'institutions informelles en l'occurrence, ce sont les normes sociales. Les normes sociales, partagées au sein d'une société, peuvent parfois fortement favoriser la croissance. On pense en l'occurrence aux normes sociales présentes au sein de pays scandinaves comme le Danemark et notamment au rôle de la confiance. La confiance partagée au sein d'une population, comme celle des Danois, au sein des entreprises, en termes d'organisation de la production, d'organisation du travail, entre les dirigeants et les salariés, peut fortement favoriser la productivité des salariés, peut fortement favoriser leur capacité d'innovation, car ils se sentent valorisés, plus libres, plus autonomes et se sentent plus épanouis sur leur lieu de travail. Si le progrès technique est à l'origine d'inégalités et de chômage, c'est notamment du fait du processus décrit par Schumpeter de destruction créatrice. Par ce processus, Schumpeter mentionne que lorsque du progrès technique émerge, lorsqu'une innovation émerge, elle vient se substituer à une ancienne, ce qui va d'un côté créer de l'emploi pour cette nouvelle innovation, mais détruire de l'emploi et créer du chômage pour les anciennes activités qui disparaissent. Ici, on peut mentionner différents exemples, le passage du télégraphe au téléphone, le passage du Minitel à Internet, ou encore le passage de la musique sous format physique à la musique streaming. Schumpeter va également plus loin
en mentionnant que les innovations sont responsables des fluctuations économiques. Ainsi, lorsqu'une innovation apparaît, elle va déclencher une phase ascendante de croissance. L'innovation émerge, de nouvelles activités se développent et cela crée beaucoup d'emplois et de production. Néanmoins, dans un second temps, l'innovation est responsable de la phase de récession. En effet, les destructions d'emplois se font nombreuses. Pourquoi? Eh bien parce que les faillites des entreprises liées aux anciennes innovations se multiplient, ce qui va créer par conséquence des destructions d'emplois qui deviennent supérieures aux créations d'emplois. Prenons un exemple, la faillite en 2012 de l'entreprise Kodak du fait de l'avènement des photos numériques. On voit bien ainsi pourquoi les innovations vont creuser les inégalités par le bas, c'est-à-dire vont diminuer le revenu disponible des plus pauvres. Néanmoins, les innovations creusent également les inégalités par le haut, notamment du fait du processus décrit par Schumpeter, encore et toujours de rente de monopole. En effet, lorsqu'un entrepreneur innove, il permet à son entreprise de se retrouver dans une situation de monopole, ce qui confère une rente de monopole, des profits très élevés pour l'entreprise et cela garantit donc des revenus très élevés pour l'entrepreneur. Pensons à l'avènement ici des TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui se sont développées au gré d'une multiplication de brevets déposés dans ce secteur, et ce qui a permis à la part des individus les plus riches, le top 1%, de s'enrichir énormément. On peut citer de nombreux entrepreneurs liés à cette vague des TIC, comme Jeff Bezos, comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, etc. D'un autre côté, le progrès technique et les innovations creusent les inégalités par le haut parce qu'ils permettent à de nouveaux secteurs de voir l'apparition d'individus dits super riches, des secteurs qui auparavant n'étaient pas concernés par ce phénomène. On peut penser au secteur de l'édition. J.K. Rowling est ainsi devenue la première autrice milliardaire. Pourquoi? Eh bien parce que le progrès technique a permis notamment l'adaptation de ses romans au cinéma avec des effets spéciaux, mais également le développement de produits dérivés comme les jeux vidéo, ou encore le fait de pouvoir reproduire ces romans à faible coût et d'en faire un produit mondialisé peu cher et donc très répandu. Enfin, mentionnons également que le progrès technique a creusé les inégalités territoriales, notamment au travers des clusters, ces pôles d'innovation qui regroupent sur un territoire à la fois des entreprises, des chercheurs, des pôles de recherche, etc. Et ce afin de profiter d'une circulation rapide de l'information favorisant l'innovation et donc les rentes de monopole. Ainsi, sur certains territoires se concentrent des individus très diplômés, disposant de hauts revenus, ce qui marque des contrastes d'un point de vue géographique en termes de revenus. Prenons un exemple, celui de la Silicon Valley, dédié à l'émergence des TIC et qui concentre des individus très rémunérés, à contrario, par exemple, de territoires aux États-Unis comme le Midwest, qui subit un retard technologique et également des moyens en termes de revenus pour ses habitants beaucoup plus faibles. Ainsi, le progrès technique favorise ce que l'on appelle la polarisation des emplois. C'est-à-dire que dans les économies contemporaines, on fait face de plus en plus à seulement deux types d'emplois. D'un côté, les emplois très qualifiés et de l'autre, les emplois peu qualifiés. Les emplois intermédiaires, eux, tendant à disparaître. Les emplois très qualifiés demeurent car on peut dire que le progrès technique est biaisé. C'est-à-dire que le progrès technique avantage ses salariés très qualifiés. Ces salariés très qualifiés sont en effet complémentaires avec le progrès technique. Le progrès technique va leur permettre de gagner en productivité, ce qui va accroître leurs revenus. On peut prendre l'exemple d'un ingénieur qui travaille avec son ordinateur. L'ordinateur ne peut pas remplacer le travail de l'ingénieur. Et l'ingénieur peut obtenir, grâce à son ordinateur, davantage d'efficacité, de productivité. D'un autre côté, les emplois intermédiaires, eux, sont substituables par le progrès technique.
Le progrès technique a ainsi remplacé un certain nombre de tâches répétitives effectuées hier par des salariés moyennement qualifiés. On peut penser aux employés de bureau qui ont été frappés de plein fouet par l'émergence des ordinateurs. Enfin, les salariés peu qualifiés, eux, demeurent dans l'économie, mais sont impactés de manière ambiguë par le progrès technique. D'un côté, le progrès technique peut se substituer à un certain nombre de tâches répétitives effectuées par les salariés peu qualifiés. On peut penser aux ouvriers des usines automobiles. Ces salariés d'usines automobiles ont été frappés eux aussi de plein fouet par l'automatisation des usines et par le fait que le progrès technique se substitue à leurs emplois. Néanmoins, d'un autre côté, les employés peuvent parfois également conserver leurs emplois dès lors qu'ils effectuent des tâches manuelles mais dites non routinières. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ces tâches manuelles non routinières ne sont pas substituables par le progrès technique, car elles nécessitent à la fois des tâches certes simples, certes répétitives, mais qui nécessitent de la flexibilité, qui nécessitent de la reconnaissance visuelle, qui nécessitent de l'interaction, et que l'on ne peut donc pas remplacer par des innovations. Prenons des exemples, par exemple, un serveur ou également un salarié d'un service de nettoyage ne sont pas substituables par le progrès technique et bon nombre d'ouvriers qui avaient donc perdu leur travail du fait de l'automatisation de leur secteur sont contraints à se reconvertir vers ce genre d'activité dite non routinière. Si les innovations favorisent la croissance économique, elles entretiennent une relation particulièrement ambiguë avec l'environnement. Ainsi, à la fin du XXe siècle, de nombreuses voix se sont levées pour dénoncer les effets négatifs de la croissance économique sur l'environnement. Il en est ainsi, par exemple, du rapport Meadows de 1972, qui est l'un des premiers à dénoncer les limites écologiques de la croissance. Ce rapport Meadows intervient à la fin des Trente Glorieuses, une période entre 1945 et 1973 marquée par une forte croissance économique qui est responsable, selon le rapport Meadows, de deux phénomènes. Tout d'abord, la croissance économique épuise le capital naturel, ses ressources naturelles utiles économiquement, et notamment l'une de ses variantes, les biens communs. Les biens communs sont des biens rivaux et non excluables et sont donc particulièrement sujets à la surexploitation. On peut mentionner les poissons de mer qui font l'objet de la surpêche ou encore, par exemple, le sable particulièrement exploité car il sert à l'industrie de la construction. Deuxièmement, ce rapport met également en exergue le fait que la croissance génère des externalités négatives. L'externalité négative résulte d'une action d'un agent économique qui va nuire au bien-être d'un autre agent économique, mais sans compensation monétaire entre ces deux agents. On peut ici mentionner, par exemple, les pollutions industrielles qui sont particulièrement responsables du dérèglement climatique. En effet, comme je viens de le mentionner, ce rapport est également l'un des premiers qui va mettre en exergue la relation entre d'un côté la croissance et de l'autre le dérèglement climatique. On peut évoquer les pollutions industrielles, comme je viens de le faire, mais également la déforestation, la croissance économique, en diminuant fortement le nombre d'arbres sur Terre qui stockent du CO2, étant particulièrement responsable de cette cause du dérèglement. De la même façon, on peut citer les fortes émissions de CO2 qui sont liées par exemple à une industrie comme l'industrie du transport et qui sont responsables effectivement de l'effet de serre. Alors, suite à ce rapport Meadows, en 1987 intervient le rapport Brundtland. Rapport Brundtland qui va chercher des solutions. Solutions pour concilier croissance et environnement, solutions pour éviter le risque de blocage de la croissance économique.
Ce rapport va introduire un concept, celui de développement durable, et suite à l'introduction de ce concept, de nombreux accords internationaux vont être signés, des accords internationaux qui font l'objet d'engagements de la part des États, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et ces accords internationaux cherchent à s'insérer dans une démarche de croissance soutenable. Le développement durable, tout comme la croissance soutenable, s'insère notamment dans une théorie, la théorie de la soutenabilité forte, qui insiste particulièrement sur l'obligation de préserver le capital naturel. Pourquoi? Eh bien parce que cette théorie de la soutenabilité forte nous indique que tous les autres capitaux utiles dans l'économie sont complémentaires avec le capital naturel et ne peuvent pas fonctionner sans lui. On pense notamment au capital technologique qui est lié aux innovations, au progrès technique, à la recherche, mais également au capital humain, la santé, la formation qui alimente la productivité des individus, ou enfin le capital physique lié aux biens de production durables présents dans une économie. La théorie de la soutenabilité forte insiste sur le fait qu'il faut mettre en place des modes de vie plus protecteurs de l'environnement, consommer moins, consommer autrement, et elle insiste également sur le rôle des innovations. En effet, selon cette théorie, les innovations peuvent permettre de pallier aux limites écologiques de la croissance économique via des nouveaux produits, comme par exemple la voiture électrique. Mais attention, la théorie de la soutenabilité forte nous indique qu'il faut préserver, cela n'empêche pas l'obligation de préserver le capital naturel. Par exemple, mentionnons la voiture électrique. La voiture électrique nécessite de préserver également l'environnement. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle nécessite par exemple du cobalt, et si le cobalt utile à la batterie de la voiture électrique est surexploité, eh bien cette innovation ne permettra plus de préserver la croissance et l'environnement dans le même temps. Par opposition à cette école de pensée, on trouve les théoriciens de la soutenabilité cette fois faibles, une école de pensée menée par les économistes néoclassiques qui insistent sur le fait que l'épuisement du capital naturel n'est pas un danger, que cela ne va pas nuire à la croissance économique, cela ne va pas la bloquer et qu'on pourra toujours profiter d'une croissance soutenable. Pourquoi? Eh bien parce que ces économistes insistent sur le fait que les différents capitaux sont en réalité substituables, c'est-à-dire qu'on peut remplacer par exemple le capital naturel par le capital technologique et les innovations afin de favoriser la croissance. Et ce, même si le capital naturel est totalement disparu. Ainsi, ces différents économistes insistent néanmoins sur une obligation, l'obligation de léguer d'une génération à une autre le même stock global, le même niveau global de capitaux. Qu'importe qu'une génération ait pu compter sur beaucoup de capitaux naturels et peu de capitaux technologiques, et que la génération suivante, elle, compte sur beaucoup de capitaux technologiques et quasiment pas de capitaux naturels. Ce qui compte, c'est que le volume global de capitaux d'une génération à l'autre soit le même, soit très élevé. Différents économistes vont également mentionner, vont également faire confiance au marché afin qu'il aiguille les différents agents économiques et leurs décisions d'investissement et de consommation. Prenons un exemple, lorsque une ressource comme le pétrole se raréfie, le marché fait augmenter le prix du produit, les consommateurs vont par conséquent moins consommer ce produit et les entrepreneurs vont essayer d'innover pour obtenir la rente de monopole des différents secteurs qui sont en expansion. Pensons ici typiquement à la voiture électrique, les entrepreneurs comme par exemple Elon Musk ayant énormément investi face à ces secteurs d'avenir. Les différents projets d'Elon Musk, comme par exemple la voiture électrique, mais aussi par exemple le fait de coloniser Mars, ont une constante, celle de compter sur l'innovation pour nous sauver face à l'épuisement du capital naturel.
et ne compte pas, comme la théorie de la soutenabilité forte, freiner notre consommation de certains capitaux naturels. Encore un entrepreneur qui, si j'ose dire, a vraiment la tête dans les étoiles.